Alors, le racisme, donc, du coup, moi, j'ai l'impression que ces femmes haïtiennes, elles en parlent beaucoup dans les entretiens. Et pourtant, quand on écoute euh, les employeuses françaises, on a l'impression que ce racisme, entre guillemets, n'existe pas, ou du moins, en tout cas, elles ne sont pas euh, responsables dans tout ça, c'est-à-dire c'est pas chez elles que se trouve ce racisme. Et dans leur maison, les employés sont bien traités. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut quand même que je précise que moi, en tant que femme haïtienne, noire, racisée, etc., quand je vais sur le terrain et que je propose un entretien à quelqu'un, vous imaginez que la personne, l'employé qui va accepter d'en discuter avec moi, ça va pas être la pire, ça va pas être la plus raciste, ça va pas être la plus violente, entre guillemets, envers les femmes haïtiennes. Les femmes françaises qui vont accepter de répondre à mes questions sur cette recherche qui quand même porte sur le travail des femmes haïtiennes en France, on va partir de l'idée que ce ne sont pas entre guillemets les pires. Et que donc, celles qui vont accepter de discuter avec moi, c'est elles qui sont déjà très fières de ce qu'elles font, très contentes aussi de pouvoir se présenter comme des employeuses exemplaires et qui donc vont effectivement critiquer le racisme, mais pas dans leur propre relation de travail. Et donc, du coup, ça va être tout un travail pour essayer de trouver, entre guillemets, ce racisme dans une relation où, entre guillemets, elle ne devrait pas se trouver. Donc, du coup, celles que je vais questionner, elles vont plutôt avoir un discours antiraciste. Elles vont m'expliquer tout ce qu'elles font justement pour aider ces femmes-là. Et c'est vrai aussi que finalement, elles vont aussi insister sur le fait qu'elles ne sont pas dans des formes agressives, dans des discours agressifs, avec un présupposé aussi que le racisme, c'est forcément un discours hyper dur, agressif, etc. Quelque chose qui est très déconstruit, par exemple, par des chercheurs comme Colette Guillaume. Et c'est comme si finalement, elles font tout pour que je vois qu'elles ne sont pas racistes. Alors qu'en réalité, quand on va les écouter, on va voir qu'il y a effectivement du racisme dans leur manière de faire avec les travailleuses haïtiennes. D'abord, le racisme chez elles se fonde de manière générale, comme ailleurs, hein, sur l'idée d'une différence. C'est-à-dire ces personnes-là, elles ne sont pas comme nous. Il y a donc un eux, un elles pour les femmes haïtiennes et un nous, nous autres françaises, qui construit une forme de différence. Mais cette différence, dite entre guillemets naturelle, elle ne sera pas forcément une forme entre guillemets de rejet. Hein. Ça va être presque de l'éloge. Quoi. On va présenter la nounou comme une personne douce, comme une personne naturellement bonne, calme, gentille, etc. Et donc qui est tout à fait faite pour ce type de travail. Donc même moi aussi, en tant que femme haïtienne, j'ai été présentée aussi avec ces qualités, la douceur, le calme, la gentillesse que vous autres, vous ne me connaissez pas forcément. Alors l'éloge, est-ce que ça peut aussi être une forme de racisme? Tout à fait, quoi. Mais alors, il y avait une autre forme de racisme aussi qui était fondée sur cette idée de différence culturelle qui a été présentée particulièrement par une femme que je questionnais qui insistait beaucoup sur le fait qu'entre elle et sa nounou, il y a une différence culturelle et que cette différence-là était quand même à la base de beaucoup de distances qui pouvaient exister dans sa relation avec sa nounou. Échange minimum. Hein. Donc, à cause de cette différence culturelle, on parle de l'idée que les deux femmes ne peuvent pas se comprendre. Donc, du coup, elles échangent très peu sur leur vie, etc. Et même sur les demandes. Hein. Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Qu'est-ce que je veux pour ma famille? Cette nounou explique, cette employeuse française expliquait qu'elle était difficile, qu'elle avait du mal à expliquer ce qu'elle voulait à la nounou qui, entre guillemets, d'après elle, ne pouvait pas comprendre. Elle est bête, quoi. Elle est complètement bornée. Elle est bonne pour les petits, mais elle n'est pas bonne du tout pour les grands parce que dès qu'on monte dans un niveau de complexité, dans une conversation, elle ne comprend plus rien, etc. Et à chaque fois, elle s'arrêtait pour me dire, je ne sais pas si c'est raciste de dire ça, mais des fois, je me demande si elle est bête, quoi. Et par ailleurs, j'ai questionné les femmes haïtiennes et ça revenait dans leur discours, l'idée qu'elles ont l'impression que les patronnes les considèrent comme des bêtes. Et même qu'une patronne a déjà dit ça à sa nounou.
à son employé, mais vous, vous êtes bête, vous êtes complètement bête. Et ça, pour elle, donc du coup, les travailleuses domestiques haïtiennes, pour elle, justement, oui, ça, c'est du racisme. Et puis, on insiste beaucoup sur leur accent. Souvent, on parle de l'idée qu'elles sont illettrées, sans même avoir quand même des preuves de tout ça. Ou du moins, on trouve des preuves un peu farfelues, et ça, je l'ai un peu détaillé dans ma tête. Et puis, on rentre dans leur vie privée. On rentre dans leur vie privée, c'est comme si elles ont l'impression d'être fouillées, etc. Et pas forcément pour qu'on apprenne mieux à les connaître, mais plutôt pour savoir si elles sont, par exemple, vraiment disponibles. Par exemple, quand on leur demande combien d'enfants vous avez, est-ce qu'ils sont en France, est-ce qu'ils sont en Haïti, etc. Il y a beaucoup de... est-ce que vous vivez avec un homme ou pas? Non seulement ces questions peuvent sembler parfois déplacées aux nounous, mais c'est surtout qu'elles pensent, qu'elles portent à croire à la nounou que les parents font tout pour savoir si elles vont être vraiment disponibles. Par exemple, pour amener les enfants pour emmener les enfants en vacances chez la grand-mère, par exemple. Est-ce que tu es vraiment disponible? Est-ce qu'on peut compter sur toi, par exemple, pour des heures de travail, par exemple, qui dépassent complètement le contrat? Donc, et puis, on fouille, et à chaque fois qu'on tombe sur une information, il y a une sorte d'étonnement excessif chez les employeuses. Par exemple, on se rend compte que, ah ouais, la nounou aussi, elle s'intéresse au foot, etc. Donc ça porte à l'étonnement. Ah oui, elle écoute les nouvelles. Ah bon? Elle parle d'Obama. Qui ne parle pas d'Obama? Qui ne connaît pas Obama quand c'était l'élection, les élections présidentielles américaines, etc. Mais pourquoi ça devait être si étonnant qu'une nounou parle d'Obama? Voilà, donc on était dans l'étonnement, mais c'était un étonnement excessif, quoi. Et puis, bien sûr, cette différence culturelle crée de la peur, de la distance, de la frontière dans l'intimité. Par exemple, on a une nounou qui est catholique et la patronne est catholique aussi. Mais la prière catholique de la nounou fait peur à la patronne. Et c'est vrai qu'elle avait très très peur de cette forme de prière-là, faite avec ce ton-là. Et donc, tout d'un coup, elle se demande si la nounou euh, peut s'en prendre à elle ou à ses enfants, si c'est elle le diable, le malin, le malheur, etc. C'est très bizarre tout ça. Et c'est vrai qu'elle dit que si c'était quelqu'un qui était comme elle comprendrait mieux cette prière que si c'est cette femme haïtienne-là. Donc tout ça, pour elle, c'est le problème de la différence culturelle. Et il y a eu beaucoup quand même de discours sur ça. Et même moi, j'ai été aussi prise En fait, j'ai dû à un certain moment poser cette question à la à cette patronne française pour lui dire, ben oui, moi je suis haïtienne, euh, doctorante et je viens chez vous, je vous pose des questions, etc. Mais moi, alors est-ce que vous me regardez aussi avec cette lunette? Est-ce que pour vous, moi aussi, je suis dans cette différence culturelle par rapport à vous? Et c'est vrai qu'il y a eu tout un débat par rapport à ça. En fait, elle a essayé de répondre à cette question, difficilement, on admet, mais elle a essayé de répondre à cette question en expliquant aussi au début comment ça lui paraissait bizarre que je vienne proposer cette recherche et qu'elle se questionnait sur mon nom. Mais c'est qui cette fille? C'est quoi ce nom? Et elle m'a dit à la fin, mais vous devez admettre que votre nom est quand même assez bizarre. Et je me suis... Franchement, j'aurais pu rire. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans mon nom? Eh ben non, pour elle, mon nom était effectivement bizarre. Tout ça, bien sûr, ça crée des réactions chez les nounous haïtiennes. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On riposte. Je ne suis pas votre femme de ménage. C'est ce qu'elle a répondu, cette femme, quand on lui a demandé, en tant que nounou, de faire la vaisselle. Voilà, donc la patronne a invité des amis à la maison. Ils ont vraiment fait la fête. Ils ont sali, mais plein de petits plats, de grands plats, de couverts, etc. Et le lendemain, la nounou arrive, elle lui dit, ben, allez-y, faites le ménage, faites la vaisselle. Elle a écrit derrière le post-it où c'était écrit qu'elle devait faire cette vaisselle-là, je ne suis pas votre femme de ménage. Si vous avez besoin d'une femme de ménage, appelez l'association, demandez quelqu'un, mais moi, je ne suis pas votre femme de ménage. Et vous imaginez bien que cette nounou a été licenciée, quoi. Donc du coup, ce genre de riposte directe arrive très peu, on va dire. Donc en général, elles vont réagir autrement. Bien sûr, il y en a qui vont
abandonner, quoi. Elles choisissent de réagir et puis à la fin, finalement, elles sont obligées d'abandonner cette volonté de réagir parce que finalement, elles ne peuvent pas. Est-ce qu'elles sont dans le laisser-faire? Non, très peu d'entre eux m'ont dit que bon, finalement, comme c'est comme ça, je laisse faire. Non, pas du tout. Elles sont plutôt dans le faire avec, c'est-à-dire qu'elles savent que dans cette relation-là, le racisme existe et elles pensent que ça existe dans la tête des nounous et que donc ce sera toujours comme ça, mais elles essayent quand même de se débrouiller pour trouver quand même des stratégies pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir supporter quand même cette relation et pour pouvoir aussi se défendre sans être, comme j'ai dit, dans la riposte directe. Le faire semblant aussi, pas par naïveté, mais parfois, des fois, elles peuvent faire semblant de ne pas comprendre certaines choses, mais elles comprennent bien et elles critiquent bien ce qui a été fait. Et surtout, on est dans le faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire de ce que le racisme fait de moi? Qu'est-ce que je peux faire de ce que les rapports sociaux en général font de moi? Et c'est alors que j'ai essayé d'analyser ce que j'appelle des romans stratégiques. Et j'en ai analysé beaucoup dans ma thèse, plusieurs en fait, dans ma thèse sur le modèle du roman familial et étudié quand même par Vincent de Gaulle-Jacques, Michel Bonetier, etc., Jean Fraisse, etc. Et alors, le roman familial, on sait aussi que c'est Freud qui a bien travaillé sur ce concept et qui a démontré comment les enfants en difficulté peuvent parfois s'inventer d'autres origines, une origine plus noble pour pouvoir supporter leur réalité matérielle actuelle, etc. Donc, j'ai analysé dans le cas des femmes haïtiennes une sorte de roman socio-historique où comment ces femmes s'inventaient une origine historique pour pouvoir faire face principalement au racisme. Elles s'inventaient effectivement, c'est comme si elles se racontaient une histoire qui leur permettait de faire face au racisme. Et dans ce cas-là, il s'agit de l'histoire d'Haïti. Elles se racontent une histoire d'Haïti qui leur permet de faire face quand même au racisme qu'elles subissent au travail. Et donc, du coup, elles vont parler des ancêtres, de nos ancêtres noirs, qui étaient des guerriers, qui ont vaincu quand même l'armée de Napoléon. Le fait que nous, les Haïtiens, on représente le premier peuple noir à se libérer de l'esclavage, c'était en 1804 justement. On est devenu en 1804 la première république noire du monde. Et c'est pas rien. Et que donc, souvent, ces femmes haïtiennes vont se référer à ce passé glorieux pour pouvoir supporter ce présent raciste qui est absolument insupportable. Donc, effectivement, ça leur permet de faire face au racisme qui est inéluctable dans la relation de travail. Ça leur permet aussi de se dire une sorte de je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Et dans un groupe, elles insistaient beaucoup sur ça et elles montraient comment le fait de savoir d'où elles viennent et de savoir qui elles sont, ça leur permet de mieux supporter le racisme dans la relation de travail sans être complètement détruite de l'intérieur. Ça leur permet de mettre à distance les images d'aujourd'hui, les images de la réalité haïtienne actuelle qu'on voit souvent dans les médias, quand on parle de ce pays qui est un pays maudit, qui est un pays qui n'a pas de chance, quand on montre les enfants en domesticité, qu'on parle d'esclavage, quand on montre le séisme, les inondations, la pauvreté, la misère, cité soleil, elles expliquent que bah oui, ces choses-là existent, mais déjà, il n'y a pas que ça dans leur pays, mais en fait, elles vont, alors que tout le monde va se fixer sur ce présent-là, elles vont se référer au passé glorieux qui leur permet quand même de relativiser ce présent et donc de mettre à distance aussi ces images dévalorisantes véhiculées systématiquement par les médias. Donc il y a tout un ensemble d'idées comme ça sur les médias dans ma thèse et si vous en avez besoin, vous pouvez vous référer à la thèse. Donc ça aussi, ça leur permet de redéfinir leur déclassement. Leur déclassement, c'est le fait que finalement, dans leur pays, elles avaient un métier, un travail plus valorisé et en France, elles se retrouvent à faire ce travail qui est quand même très dévalorisé en Haïti, le travail domestique. Ça, c'est leur déclassement. Mais le roman socio-historique va leur permettre de comprendre autrement ce déclassement et justement de l'expliquer par le rapport nord-sud. Je suis déclassée en France parce que je suis une femme haïtienne qui est issue d'un pays colonisé et je travaille chez les colons, les Français. Et donc, c'est ce rapport nord-sud et ce rapport particulier entre la France, ancienne métropole, et Haïti, l'ancienne colonie, qui fait que je me retrouve à faire ce travail dévalorisé en France, à être considérée encore comme un esclave, alors que finalement, nous avons quand même vaincu tout ça.
Donc du coup, ce discours anticolonialiste est très présent dans, dans les entretiens, alors qu'en fait, les femmes françaises ne vont pas du tout faire référence à ce discours. Hein. Elles parlent des femmes haïtiennes, de la relation de travail, c'est tout. Elles ne vont pas faire le lien entre cette relation de travail aujourd'hui et la servilité de l'époque coloniale. Alors que les femmes haïtiennes vont systématiquement faire relation à ça. Et bien sûr, le roman socio-historique, c'est pas uniquement parler du passé glorieux de nos ancêtres, c'est aussi parler des personnes, des personnages importants du présent. Obama, bien sûr, on en parle, c'est une image d'un homme noir qui réussit, un présentateur télé noir qui réussit aussi, ça permet de se valoriser. Toute réussite sociale chez une personne haïtienne qui devient une personnalité en France, une personne noire de manière générale, ça devient un objet d'éloge qui permet effectivement de se dire, ben nous sommes nous aussi des personnes importantes, donc nous ne devons pas nous laisser piétiner dans le rapport de travail. Rapidement, on peut aussi regarder comment ça se passe pour les travailleuses haïtiennes qui sont en Haïti. Hein. Elles qui sont en Haïti, par contre, elles ne vont pas autant insister sur le racisme. Pour elles, si elles font ce type de travail dévalorisé, si elles travaillent chez les autres, si elles travaillent chez les dames, comme elles le disent, c'est à cause de la classe. C'est parce qu'elles sont pauvres. Si elles étaient pauvres, elles auraient un autre type de travail. Donc du coup, dans ma recherche sur Haïti, j'ai plus analysé la classe, le genre dans le service domestique en Haïti. Et pourtant, le racisme existe en Haïti. Et on pourrait effectivement l'analyser dans la relation de travail. Et à ce moment-là, on pourrait regarder 3 catégories de relations de travail. Bien sûr, la relation de travail entre une personne blanche et une personne noire. Par exemple, entre tous les expats qui travaillent actuellement en Haïti et leurs travailleuses domestiques. Effectivement, ce type de relation de travail existe en Haïti. Mais il n'a pas fait l'objet d'analyse dans ma thèse. Hein. Je n'ai pas particulièrement regardé ce rapport de travail qui n'est quand même pas le rapport de travail le plus répandu en Haïti. Il y a aussi, mais effectivement, ce serait intéressant quand même qu'on fasse des recherches sur ça. Et puis, il y a quand même une deuxième forme de travail qui serait entre une employée noire et une femme dite mulâtresse. Et les mulâtresses en Haïti, c'est ce qu'on pourrait appeler les métisses quand même. C'est des personnes qui, de manière traditionnelle, déjà à l'époque coloniale, cette classe de personnes existait. C'est ce qu'on appelait en fait, c'était les enfants des hommes blancs et des femmes esclaves. Donc, ces enfants issus de l'esclavage ont constitué une classe de race dans la colonie, les mulâtres, qui sont aussi une classe sociale puisqu'ils vont avoir toute une position sociale économique associée à ce statut. Et ce statut-là va continuer quand même, va perdurer après l'indépendance. Et jusqu'à présent, on a une classe comme ça en Haïti qui est aussi de plus en plus grossie par effectivement les nouvelles formes de métissage et aussi dans l'histoire des formes de migration syro-libanaise par exemple vers Haïti. Et du coup, tout ça a créé une classe de personnes plus claires de peau qui, en Haïti, comme je vous ai dit, représente aussi une classe sociale, une classe économique. Ces personnes-là ont des employés domestiques, des Noirs, et j'en ai questionné 2 dans ma recherche de femmes. Et après, il y en a une qui avait une relation particulièrement bienveillante par rapport à sa travailleuse. J'ai pris le temps de discuter avec elle. Elle avait vraiment, elle décrivait des choses, mais vraiment très très intéressantes pour exprimer, pour montrer que la bienveillance était possible dans le cadre de ces relations-là. Alors qu'il y en a une autre qui, sans forcément se montrer malveillante, va se montrer, entre guillemets, différente. C'est-à-dire qu'elle va faire une comparaison entre sa manière de faire et la manière de faire des Haïtiens, de manière générale, de ce qu'elle appelle Haïtiens. Et en général, haïtien, dans son discours, ça veut aussi dire noir. Ça veut aussi dire noir. Et pourquoi, par exemple, d'après elle, ces haïtiens-là traitaient mal leur travail domestique, étaient méchantes, etc. Elle se comparait, par exemple, à la femme qu'elle emploie chez elle, qui, elle aussi, a des personnes qui travaillent pour elle. Et donc, elle va dire que ses servantes est beaucoup plus dure
Sa servante qui travaille pour elle est beaucoup plus dure avec sa travailleuse que elle-même. Ça, c'est vrai qu'on aurait pu l'expliquer par la classe. Hein. La servante, elle a forcément moins de possibilités économiques, sa maison est moins adaptée, elle a moins de capacités, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer que dans une maison de servante, on soit moins bien servi que dans une maison de patronne. Mais elle, cette patronne, elle va expliquer ça plutôt par le fait que les Haïtiens, entre guillemets, ils sont méchants. Ils ont fait l'indépendance, pas pour chasser la colonisation, mais pour devenir à leur tour des colons. Et c'est vrai c'est surtout elle qui avait insisté sur ce type de rapport dans la relation de recherche. Donc du coup, pour elle, être haïtien, en fait, elle se présente comme étant extérieure à cette classe-là. Ce qui peut vouloir dire beaucoup de choses sur comment finalement ces gens-là, entre guillemets, cette classe sociale-là, se représente par rapport à, entre guillemets, une sorte d'identité nationale, une sorte d'identité haïtienne. Ça, c'est un autre débat. Okay. Et puis, il y a cette troisième catégorie de relations que j'avais beaucoup étudiée, c'est cette relation qui se passe entre noirs, entre femmes noires. Une femme noire qui emploie et une femme noire qui est employée. Et ça, c'est la relation domestique la plus répandue en Haïti, qui est quand même un peuple où les personnes sont, entre guillemets, des personnes dites racisées, des personnes dites noires. Et donc, entre noirs, on ne va pas forcément parler de racisme, mais d'une sorte de colorisme. Un colorisme qui est issu du racisme colonial et qui va hiérarchiser les personnes, stratifier la population selon qu'on soit plus noir ou plus foncé. Il va y avoir les grimets, les noirs, les noëls. Ouais, c'est comme s'il y avait une palette de couleurs et plus on s'approche du blanc, de la blanchité dans la palette, mieux c'est. Hein, plus on est clair, si en plus on a des cheveux longs, qu'on a entre guillemets des traits fins, le nez entre guillemets pointu, comme ils le disent, là c'est mieux. Ça, on les présente comme des critères de beauté. Mais ce que vous allez comprendre, c'est que ces critères-là vont quand même aussi avoir beaucoup d'impact sur l'accès au monde du travail, ou du moins à la capacité de rester extérieur à cette relation de servilité. Par exemple, si on est considéré comme une belle femme, on va avoir plus de chances sur le marché matrimonial et donc on va plus facilement s'extraire de la domesticité ou plus facilement accéder à une autre forme de travail ou bien pouvoir plus facilement se faire entretenir, entre guillemets, par un homme, etc. Donc tout ça va intervenir dans le fait d'être ou non servante. Et puis, bien sûr, pour être recrutée comme servante, ces critères coloristes vont jouer aussi parce que pour être une bonne servante, il ne faut être ni trop noir, ni trop clair. Si la servante est trop claire, elle va représenter une sorte de menace pour la patronne parce on va partir de l'idée qu'elle va charmer le patron, du moins que le patron sera charmé par elle et que donc ça va créer de la zizanie dans le couple. Donc, si on est trop clair de peau, on peut ne pas trouver du travail sur cette base-là. Et en même temps, si on est trop foncé, entre guillemets, jugé, entre guillemets, trop, entre guillemets, laide, je mets beaucoup de guillemets, vous voyez, on peut aussi ne pas trouver du travail. Donc, il faut quand même se trouver dans une sorte de... Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. En tout cas, ça, déjà, ça nous permet de comprendre que finalement, le racisme, c'est pas uniquement une donnée en soi. Le racisme se définit aussi en fonction d'un contexte socio-culturel. Et donc, ce contexte-là, j'ai essayé de valoriser l'importance dans ma thèse de tenir compte du contexte social, culturel et socio-historique, je veux dire. L'histoire, selon qu'on soit en France ou en Haïti, les choses ne se présentent pas forcément de la même manière. J'aime bien dire, par exemple, comment ces femmes deviennent noires en France. Ça, vous pourrez regarder dans ma thèse comment j'explique ça. Et puis, d'une personne à une autre, le racisme, qui a effectivement un rapport social, peut se vivre de manière différente. Il y a certaines personnes qui vont y penser et d'autres qui vont, entre guillemets, presque être dans le déni. Il y en a qui vont dire, moi, c'est quelque chose que je subis constamment au travail, et d'autres qui vont préférer
pas forcément trop discourir sur le sujet. Alors j'ai aussi rencontré d'autres personnes, plutôt des hommes, hein, qui me disent bah oui, le racisme, bon, je ne l'ai jamais vécu en France, mais comme je vous ai dit, ça je ne l'ai pas trouvé dans ma recherche. J'ai entendu d'autres hommes haïtiens. Il y a des personnes qui vont par exemple dire je me sens plus haïtien que noir en France, etc. Donc même si le rapport social existe de manière générale, la manière dont il va être vécu, la manière dont il va être compris, ça va dépendre effectivement des personnes. Donc du coup, le vécu est fondamental dans l'analyse de ce rapport social. Et ce que j'ai démontré aussi dans, dans cette intervention, c'est que le racisme existe comme rapport social avec un enjeu fondamental qui est le travail, mais au-delà de ce qu'on subit au travail, il y a effectivement une manière de le dire, de le représenter, et puis il y a une manière de réagir aussi. Cette réaction-là, elle peut prendre plusieurs formes, et tout le travail que ces femmes font, c'est comment rester sujet ou sujette, comme j'aime le dire, face à ce rapport social qui a essayé de les détruire. Donc tout mon objectif dans l'astrologie clinique a aussi été de voir comment ces femmes-là font pour se définir comme sujet. Pas uniquement comme des personnes qui subissent le racisme, mais des personnes qui essaient de faire quelque chose de ce que le racisme a fait d'elles. Merci, merci.